Et donc, à la fin de cette journée, c'est une convergence en fait assez heureuse qui permet de saluer aujourd'hui donc l'œuvre de l'architecte Ersen Gürsel en la plaçant donc sous les auspices du Bauhaus et de sa vision transdisciplinaire et sociale. Marie-Christine Labourdette rappelait dans son discours que le Bauhaus a été dissous par le régime nazi. À mon tour de rappeler comment, à partir des années 30, le régime moderniste de Mustafa Kemal a tissé des liens très étroits avec les visionnaires du Bauhaus et a ouvert à ses membres en exil la porte de ses universités. Yana l'a rappelé, je le redis, j'ai bénéficié récemment d'une leçon d'histoire de la Turquie donc, que m'a donnée Ersen Gürsel. Le fondateur du modernisme turc est Sedat Eldem, revenu de Turquie en 1930 après avoir travaillé avec Hans Pölzig. Bruno Taut est arrivé en 1936 à l'université Mimar Sinan et a créé le cours d'urbanisme avec Seyfi Arkan qui rentrait d'Allemagne. Le directeur de l'urbanisme de Berlin, Martin Wagner, est arrivé à Istanbul en 1937. Son assistant, Mehmet Ali Handan, est devenu un grand professeur, le professeur que j'ai le plus apprécié. C'est bien sûr Ersen Gürsel qui parle. Il expliquait que l'architecture ne consistait pas qu'à dessiner des bâtiments, mais à fabriquer l'environnement, la vie humaine, la tradition, le discours. Il décrivait la ville comme concrétisation du contexte politique et social. J'ai eu la chance d'être son assistant pendant 9 ans. Ersen Gürsel est une figure majeure de la Turquie progressiste contemporaine. Architecte, urbaniste, professeur, il a pratiqué et développé ce qu'il appelle le comprehensive understanding et qu'on peut traduire par l'analyse globale des situations ou plus récemment par l'analyse intégrative. Enfin, en français, bien sûr. Cette approche transdisciplinaire, Ersen Gürsel l'a appliquée chronologiquement d'abord dans le tourisme, qui devenait en Turquie une activité majeure. Alors je sais bien que le tourisme, c'est mal vu dans la pensée politiquement correcte. Des architectes qui ont vraiment compris l'enjeu social, l'enjeu d'émancipation du loisir en Europe, il n'y en a eu qu'une poignée depuis les années 60. Il y a eu Marcel Breuer, il y a eu Georges Candilis et il y a eu Ersen Gürsel, qui a été pendant 30 ans l'architecte de Bodrum, qui a su transformer l'industrie du loisir émergente en ressource d'un aménagement régional équilibré, décentralisé, et même en modèle d'autodéveloppement. Ça, c'est pour régler mes comptes avec les gens qui pensent que le tourisme, c'est une activité, non, c'est une industrie majeure. Le loisir, comme disait Léon Blum. 36. Mais le combat de la vie de Ersen Gürsel, c'est la défense de l'espace public, le lieu où s'exerce le droit à la ville, la respiration démocratique des sociétés. Ces projets d'espace public sont majeurs à Istanbul, à Izmir, sur les villes côtières. Mais ce n'est pas aujourd'hui la partie la plus facile, la plus heureuse de son travail. Je le cite, « Il est difficile de sauver l'espace public aujourd'hui en Turquie. » Cette grande figure du débat qu'est Ersen Gürsel engage aujourd'hui son autorité morale dans la défense de l'espace public. Cet engagement demande de l'autorité, de la compétence, nous allons le voir, mais aussi, et c'est une qualité qu'on évoque trop rarement en architecture, du courage. Voilà. Monsieur Gürsel. Il ne me reste plus rien à dire. Chers invités, bienvenue à tous, bonjour. Oui, je le répète. Marie-Hélène a tellement bien décrit les choses qu'il ne me reste plus rien à dire. Et les différents architectes, collègues, se sont complétés. Mais alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire comme 5e intervenant? Je me suis préparé en vérité, mais comment vous expliquer les choses? Je suis un peu âgé, je suis avancé en âge, donc il est difficile de faire le résumé des choses. Mais je vais essayer de résumer sommairement. On va voir comment on va faire, ce que cela va donner. En 2014, la Chambre des architectes m'a décerné un prix. C'était une
récompense très importante pour moi. Et par la suite, j'obtiens cette récompense de la Cité de l'Architecture, et je pense que cette récompense qui m'a été décernée va couronner ma carrière. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la Cité de l'Architecture, les Global Awards pour une architecture durable, j'aimerais donc remercier la présidente et la directrice du développement. Je remercie la présidente de la Cité de l'Architecture ainsi que tous les membres du jury. Je tiens à les saluer très chaleureusement. J'ai commencé mon parcours en étudiant l'architecture en 1950 à l'École des Beaux-Arts. Et en 1962, j'ai obtenu mon diplôme. Et cette année même, je suis devenu l'assistant de Gilles. Et le professeur dont j'étais l'assistant, M. Handan, Marie-Hélène, elle en a parlé tout à l'heure, était un élève de Bruno Taut. Et il était devenu, mon professeur était devenu son assistant. Et moi, j'étais devenu l'assistant de Handan. Qu'est-ce qu'il expliquait? Il était très différent de mes autres professeurs. En ce qui concerne l'urbanisme, il disait que c'était une définition des valeurs politiques et sociales. Et cela m'intéressait beaucoup. Et je pense que la qualité des cours d'urbanisme et ce que mon professeur racontait pendant les cours m'a poussé à choisir comme spécialité l'urbanisme. Quand j'ai commencé ma carrière académique en 1962 et j'ai pris place dans différents projets à des envergures différentes. Et quand je mets de l'ordre chronologique dans mes projets, je peux les regrouper en 4 groupes. Le premier groupe concerne la période 62-69. Ce sont les premières années de mon parcours académique. Je suis enthousiaste, je fais des visites avec mes étudiants, je vais bouquiner à la bibliothèque et ensuite, quand j'ai du temps libre, je parle de sculpture avec d'autres étudiants. Pour mon parcours professionnel, j'ai commencé à faire des plans pour différentes bourgades. Et par la suite, il y a eu un concours organisé par l'organisé technique de l'Anatolie. Et un sculpteur, Tamar Bacholo, qui avait le même âge, participait à ce concours avec moi. Mais nous avions une autre mission. Nous avions conçu cette sculpture comme une sculpture scientifique et nous avions obtenu la 2e place et le doyen, en 1962, a concrétisé notre projet. Vous voyez ici cette illustration. Et c'est devenu un symbole de l'université, c'est devenu une valeur symbolique de l'université et je suis très heureux d'avoir été partie prenante. Des années se sont écoulées après, avec 2 autres de mes assistants. J'ai participé à un autre concours international pour envoyer un projet de planification pour la ville de Sidé. Et nous avons obtenu le 1er prix. Et ce prix a été un tournant dans ma vie professionnelle. C'était très important pour moi. En 1970, avec les organisateurs de ce projet, j'ai fondé l'EPA.
Et je continue de travailler dans ce bureau de planification. Et cette création de cette agence a été le couronnement de la première phase de mes travaux. Par la suite, nous avons travaillé longuement sur la planification de CIDE. Et dans cette réorganisation chronologique, je passe à la deuxième phase. C'était quelque chose qui répondait à un concept différent. Auparavant, c'était des planifications urbaines, alors que là, je passe à une autre dimension. CIDE et ses alentours devaient être réorganisés en fonction du climat méditerranéen dans un style touristique. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Le climat méditerranéen, on est dans une région où le climat méditerranéen est très présent. Et là, on est à 12 km de Manavgat. Et derrière, il y a un triangle qui constitue cet espace. Et il y a deux villages installés dans cette zone, et ce sont des villages typiques de migrants. D'un autre côté, sur la zone de planification, il y a des pins, il y a une forêt de pins, et sur la côte, il y a des plages de sable fin. C'est un environnement naturel. Et au centre de cette planification, il y a une ville antique, un site archéologique qui doit être pris en considération. Et dans cette région, il y a une zone de peuplement de réfugiés crétois. Et cette zone de peuplement répond à des caractéristiques très atypiques. Vous voyez en rouge sur ce plan les bâtiments civils. Et les autres bâtiments, ce sont des vestiges antiques. Et derrière tout cela, il y a des zones dont les limites ne sont pas connues, une nécropole. Et quel est l'objectif de ce projet? Dans le programme qui nous a été confié, il faut construire une zone de tourisme de 15 à 16 000 lits de capacité, mais il faut préserver l'environnement culturel et l'environnement social, écologique. Et il faut un plan de développement durable. Il faut créer un concept écologique. Et jusqu'à cette époque-là, il y avait une technique de planification traditionnelle que nous connaissions. C'était une planification à 2 dimensions. Et avec cette technique, nous ne pouvions pas résoudre le problème de la planification de CIDE. Donc, nous nous sommes mis en quête d'une autre planification. Nous avons travaillé pendant 2 ans et nous sommes parvenus à un résultat multidimensionnel, pas seulement sur les aspects physiques. Il fallait que l'ensemble de cette zone soit couverte et que l'environnement social, économique et culturel soit préservé. Il fallait un concept d'espace. Et c'est ainsi que le projet devait adopter la culture locale. C'était l'une des considérations les plus importantes de ce projet, puisque même en architecture, il y a un développement constant. Et ce que nous avons vu, c'est la chose suivante.
il faut une capacité de 15 000 lits. Nous avons donc décidé de les réunir sur 3 sites. Et nous avons empêché qu'il y ait une extension de cette capacité sur l'ensemble de la zone. À cette époque-là, dans la géographie en Turquie, dans l'actualité géographique de la Turquie, il était question de la préservation des côtes. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'hôtels s'étendaient jusqu'aux plages, comme si la mer leur appartenait. Et là, il a été décidé de reculer les bâtiments jusqu'à 150, 200, 300, 350 mètres et de considérer ces zones comme des espaces publics. Et ça a été un principe fondamental. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que dans le cadre de ce projet, il fallait préserver la durabilité de l'environnement écologique. Il fallait des installations touristiques, mais en même temps préserver la forêt, préserver les villages et définir des restrictions pour assurer cela. Et il fallait préserver la vie sociale dans cet environnement. Comment pouvait-on préserver l'écologie et l'environnement? C'était un projet social très important. Comment allait-on faire? Les groupes humains qui vivaient ici devaient être impliqués dans le projet, dans la définition du projet. Le projet a duré 3 ans et il s'est produit une deuxième chose, un deuxième fait. À cette époque-là, toutes les œuvres archéologiques étaient représentées par les bâtiments qui les abritaient. Et il y avait plus de 250 bâtiments et nous avons fait un tri parmi toutes ces bâtisses et il en restait plus que 98. Et dans ces 98 bâtisses, il ne devait rester aucun logement. Et là, il fallait restructurer la côte pour préserver les plages. Revenons à Sidé. Voyez ce village, voyez ce tissu d'habitat. Ce sont des maisons en pierre typiques. Voilà, ce qui nous était par ailleurs demandé, c'était est-ce que vous pouvez faire quelque chose qui corresponde au tissu local. Or, ce qui nous était proposé, c'était un concept de rue. Nous sommes à l'entrée du site antique de Sidé. Et nous avons accepté d'intégrer cette ville antique de Sidé dans la définition de notre projet. Pendant le processus de définition de notre projet, c'était un projet de concours. Ce que nous affirmions, c'était qu'il s'agissait d'une zone de regroupement, de rassemblement. Il fallait une restauration et il fallait faire en sorte de préserver la vie sociale. En 1914, en 1974, le maire m'a invité. Une réunion était invitée par le maire et il m'a invité en me disant que cette réunion serait très intéressante pour moi. Pardon, c'est en 2014 qu'il m'a invité, puisque le projet que nous avions défini avait enfin trouvé sa concrétisation. Après le projet de Sidé,
Il y a eu le projet Actour en mer, dans la région égéenne et méditerranéenne. Notre deuxième projet a été concernait Bodrum et Datça. C'était des villages de vacances. Et quand nous avons commencé ces projets, nous nous sommes aperçus d'une chose. Ce qui est important, ce n'était pas seulement les travaux de planification. Il fallait trouver un accord entre la conception architecturale et le tissu local. Nous étions une équipe de très jeunes architectes et nous avons commencé à travailler dans les villages. Des idées ont été proposées, débattues. Et le collège avait été très marqué par la structure locale et les débats duraient jusque dans la nuit. Mais le climat était différent des autres régions. Il fallait une conception architecturale différente. Mais il fallait une concordance entre le projet et la planification. Et nous avons réinterprété tous les exemples qui nous ont été présentés et nous avons dressé un bilan. Voilà le projet. Nous sommes à Datça, sur la péninsule de Datça et de Bodrum. Et le projet Actour se situe à ce niveau-là. La capacité de ce projet était de 750 unités de vie et pour Datça, 1250. Et là encore, nous n'avons pas renoncé à la préservation de la zone côtière. Nous considérons les côtes toujours comme un bien public. Dans deux géographies différentes, nous avons proposé deux approches architecturales. Et ils étaient en concordance, en accord avec le tissu local. Est-ce que l'on pouvait de nouveau débattre de cette harmonie avec le tissu local? En conclusion, nous sommes parvenus au point suivant. Dans nos ateliers EPA, nous avons essayé de réunir la pratique et la théorie. Nous avons fait une proposition en ce sens. Un concept de tourisme organisé, ce que nous avions appris avec le projet de CIDER. Il fallait mettre à profit les dynamiques du temps, les interroger et les intégrer, les utiliser dans le cadre de ce projet Actour. Cela nous a donné une perspective très différente, à tel point que les durées des vacances ont été portées de 4 mois à 6 mois. La saison a été allongée jusqu'à 6 mois, mais il fallait préserver la structure de l'habitat qui consistait en des rues qui s'ouvraient sur la mer, qui s'ouvraient sur la plage d'une manière très naturelle. Et il fallait préserver la vivabilité de cette région. Et en préservant le tissu local, on pouvait aboutir à un projet réussi. Voilà le tissu d'installation, le plan d'installation de Actour. Nous n'avions pourtant aucun plan de construction. Nous sommes partis de notre propre projet architectural. Et voilà comment les choses se sont transformées. Un terrain en biais et puis des rues qui s'ouvrent sur la mer. Et quand on arrive à Datça,
les plages de Datça sur une longueur de 3 km, le tissu de l'habitat et les rues qui donnent sur la mer. Et nous sommes arrivés à un point où, quand je m'y rends de nouveau, par moment, la vie s'arrêtait dans cette zone. C'était intemporel. Et là, on voit la cour d'une maison à Datça. Regardez maintenant comment la vie est devenue. Et cette conception a permis de rendre plus vivante la zone. L'intemporalité était bien expliquée par cette structure. En 1977, l'Université du Bosphore nous a associés à un projet dans la zone de la Corne d'Or. Il y avait la première usine d'électricité construite en 1913 et l'industrie avait commencé à se déporter sur la Corne d'Or. Il y avait une planification urbaine qui datait de 1930 et cette zone était devenue la zone industrielle d'Istanbul et différentes industries s'étaient installées dans cet endroit. Mais avec le temps, les déchets industriels étaient devenus tellement préoccupants et la structuration était tellement malmenée que cette zone avait perdu son identité et son âme. Et en 1977, quand nous avons commencé à travailler sur le projet, j'ai trouvé ce plan. Regardez ici. Il y a différentes usines ici et il y a différentes sources qui nourrissent la ville. Et cette zone de fabrique et d'usine s'étend jusqu'en bas avec une pollution à un niveau incroyable. Nous étions en train de perdre Istanbul. Et l'université a constitué une équipe et nous avons commencé à travailler sur un plan de transformation. Et l'industrie devait perdre de son importance puisque de toute façon, ces usines ne pouvaient plus s'alimenter en ressources. Il fallait définir un projet qui relie le passé au présent et à l'avenir. Il fallait transformer cette zone en une zone d'habitat vivable. Et nous avons donc commencé en 1986 à travailler et le projet n'est toujours pas achevé. On continue de travailler sur des projets culturels et d'habitation. Et beaucoup de bâtiments industriels, des chantiers navals qui ont été enlevés pour laisser place à des projets plus durables. C'est une véritable transformation que l'on a connue dans cette zone. En 1986, nous avons reçu une invitation du maire de Bodrum. Monsieur Ersen, me disait-il, il y a tellement de pression de la part des investisseurs du tourisme. Comment pouvons-nous les orienter de façon à éviter la dégradation des plages et des orangers? Nous avons donc constitué une équipe
Et nous avons commencé à travailler dans des locaux prêtés par la mairie de Bodrum à notre entreprise. Et notre but était de préserver les côtes, les plages que les hôteliers considéraient comme leur propriété. La première chose que nous avons faite était de rencontrer les habitants. Et nous avons donc fait en sorte que la bande côtière soit transformée en propriété publique et nous avons fait en sorte que la structuration soit contrôlée et fait en sorte également que les jardins d'orangers soient préservés. Et c'est toujours le cas et la péninsule est aujourd'hui préservée et les gens se demandent comment les espaces verts pu être préservé. Pourtant, ce n'était pas quelque chose de grandiose, d'impossible. Nous avons juste redéfini le modèle urbain. En concertation avec les habitants, nous avons fait en sorte que leurs attentes soient intégrées dans le projet, parce que les habitants avaient peur. Les permis de construire allaient dégrader les routes, allaient empiéter sur leurs champs. Leur deuxième inquiétude était que si des permis de construire étaient délivrés aux hôteliers, les enfants, les héritiers, allaient finir par vendre leur terrain et dilapider leur argent. Et nous avons, avec force de conviction, réussi à convaincre ces gens qu'il fallait tout faire pour préserver l'environnement naturel et ces gens sont restés finalement sur leur terre et la côte a été préservée comme un bien public. Et sur ces plages, des pensions ont été, des maisons d'hôtes ont été ouvertes. Il peut y avoir toujours des erreurs puisque vous travaillez à différentes échelles. Mais il y a des arbres qui définissent les frontières naturelles ou alors des puits, mais il arrive par moment que vous soyez obligé de passer outre. Mais dans une bonne intention de préserver les routes et l'environnement naturel. Maintenant, les routes ont été ouvertes aux piétons et il y a une route périphérique autour des centres-villes, mais nous avons construit de longues promenades le long des plages et des côtes. Et jusqu'entre Bitez et Bodrum, nous avons réussi à aménager une promenade piétonne et c'est devenu un endroit de vie remarquable. Voilà le projet dont je vous parle. On est à Horta-Kent. Et il y a un terrain qui appartient au Trésor, qui fait office de tampon. Il y a le projet Actour. Et notre projet commençait là, dans les limites qui nous étaient présentées, et nous devions aller jusque-là. Et sur cette bande large longue de 4 km, il y a quelque chose que nous n'avons pas réussi à faire. La politique a changé et ce terrain qui appartenait au Trésor a été vendu. Et il y a maintenant un investissement sur ce terrain. Or, c'était défini comme une zone tampon, mais nous ne pouvons rien contre les changements de politique.
Mais dans cette phase de préparation, il n'était pas question de planification d'échelle à 1 sur 100 000. Personne ne comprenait ces choses-là. On faisait des dessins très simples et on expliquait tout cela aux gens. Et on allait discuter avec les gens. Et aujourd'hui, il y a une longue promenade de 40 minutes et vous avez la possibilité d'échanger avec les habitants. Là, on monte sur une colline et c'est ainsi qu'il faut les définir, ces promenades qui vont avoir un impact direct sur l'économie locale. Et cela leur plaisait. Cela leur plaisait d'avoir des petites auberges ou des maisons d'hôtes à la place de grands hôtels. Voilà comment ça s'est transformé. Voilà les routes de Asmak. Voilà, tous ces projets, c'était des projets de transformation urbaine, semi-urbaine. Et tout cela s'est terminé en 1986. Et suite à la demande d'un investisseur, il y a eu un permis de construire sur un ancien cimetière et on m'a demandé un projet d'hôtel. Et c'est ainsi que la troisième phase de ma carrière a commencé. C'était des projets, ce sont des projets de conception architecturale. Et tous ces bâtiments ont été construits dans la péninsule de Bodrum. Dans cette phase, dans le projet de cette phase, d'un coup, quelque chose s'est mis en avant. Là encore, il fallait préserver la structure de Bodrum et préserver l'environnement local. Et il y a une caractéristique du bâtiment, du bâti, qui perdurait avec sa monotonie et qui fait l'objet de vifs débats actuellement. Et moi, je dis, maintenant, ça suffit, il faut arrêter avec ça. Mais au niveau local, il y a une culture de l'habitat qui s'accompagne de la présence d'un matériau. Toutes ces bâtisses étaient construites avec ce matériau local. Mais y avait-il des artisans capables de les travailler? Nous travaillons depuis des années avec des artisans qui travaillaient la pierre, qui travaillaient le bois, et nous les aimons beaucoup, ces artisans. J'ai oublié quelque chose, pardonnez-moi. Dans les projets Actour, EPA avait deux associés qui ont décidé de poursuivre leur carrière académique et qui ont arrêté de travailler avec moi au sein de l'EPA, et j'ai été rejoint par un jeune collègue. Et moi, en 1973, j'avais dit stop. J'avais commencé à m'ennuyer de cette carrière académique qui ne m'offrait aucune opportunité d'action. Moi, je voulais être sur le terrain, je voulais toucher la pierre, le bois, débattre, me disputer avec les artisans. Mon Dieu, que c'était bon! Et quand les incompréhensions sont finalement résolues, il n'y a pas plus grand plaisir que de discuter avec ces gens-là. Et après, vous pouvez les laisser travailler et partir à Istanbul. Vous saurez exactement comment ils vont travailler. Et j'ai toujours travaillé avec ces artisans qui se sont probablement retrouvés au chômage entre-temps et ils m'appelaient de différentes localités, de différentes villes.
Voilà, à cette époque-là, le premier projet a été l'hôtel Manastir. J'ai travaillé sur ce projet. Il y avait des arbres et il y avait un chêne de 400 ans que nous avions demandé à un spécialiste d'AG. Et il fallait préserver la structure environnementale. Et je me demandais comment je pouvais allier la préservation de l'environnement et la définition de mon projet. Voilà, Manastir, c'était un terrain vague comme ça. Il y avait ces arbres qui devaient faire partie intégrante de mon projet de conception. Mais c'est important pour la population locale, puisque c'était un ancien cimetière, et il y avait des gens qui venaient se reposer sous ce chêne, qui fumaient et qui regardaient au loin pour se reposer. Et les gens ne me parlaient pas des dessins de l'hôtel. Et il fallait faire en sorte que l'environnement soit préservé et que l'hôtel se fasse le plus discret possible. Il ne fallait pas s'acharner sur les gens. Ce qui est important pour moi, c'était mon choix naturellement. Un bâtiment architectural devait s'intégrer dans son environnement et il devait y avoir une interaction entre les deux. Et en cela, il y avait l'influence de mon expérience. Il y avait la notion de l'espace et de l'appartenance à un endroit. Et moi, je voulais des conceptions originales répondant aux configurations géographiques locales. Et quand j'allais sur la plage, je regardais les galets et vous pouvez faire attention la prochaine fois. Les cailloux ne se ressemblent pas, les galets ne se ressemblent pas et les conditions géographiques montraient que les bâtiments ne pouvaient pas être uniformes. Or, en Turquie, il y a eu cette uniformisation des bâtiments. Il y a la hauteur qui est importante, mais il faut tenir compte de différents éléments, faire ceci, ne pas faire cela. Mais hormis cela, nous pouvons réinterpréter l'environnement écologique qui va nous offrir l'opportunité de créer des structures originales. Mais il faut éviter de laisser au temps l'abstraction de... Je vais vous montrer quelques croquis, quelques plans. Il y avait ce chêne, il y avait l'ancien cimetière, la chapelle avec sa chapelle, et toute cette zone donnait une vue plongeante sur la Méditerranée. Voilà, regardez toutes ces rues qui étaient bordurées d'arbres, et c'était un lieu de mémoire aussi. Pour la population locale, il fallait préserver l'âme de cet endroit, la mémoire de cet endroit. On parle beaucoup de ces derniers temps de la préservation de la mémoire. Et la mémoire doit être l'actualité de l'espace, des espaces. Les espaces doivent être les témoins de la mémoire. Voilà une bâtisse sur ce terrain
des rues ouvrant sur la mer. Et puis un jour, il y a eu un autre projet qui m'a beaucoup enthousiasmé. Pourquoi? Parce que nous étions sur une colline et on pouvait la voir de partout. C'était tellement criant, c'était tellement visible, cela me faisait trembler. Je ne voulais pas commettre d'erreur. Pendant longtemps, j'ai scruté les alentours et il fallait accepter cette responsabilité de créer quelque chose à cet endroit. Et puis finalement, un jour, je me suis décidé d'accepter le challenge. Et voilà, là encore, il y a cet environnement naturel et il y avait une sorte de phare, il y a des pierres monoblocs et tout d'un coup, les murailles, les citadelles antiques, il y a toujours ces murailles protectrices qui m'ont beaucoup intrigué. Comment pouvais-je les intégrer? Quand je faisais des tours en bateau, en mer Égée, il y avait ce sentiment d'abandon. Et je regardais avec nostalgie ces murailles. Tout avait été abandonné, mais il restait ces murailles qui témoignaient d'une époque révolue. Mais Bodrum connaissait une transformation, mais il fallait un nouvel environnement durable. Donc je me suis concentré sur ces murs, sur ces murailles. Quand on entre dans l'hôtel, il y a un concept très, très différent. Les espaces intérieurs. Et c'est depuis une chambre à coucher, depuis une chambre que l'on voit cette vue. Et puis, il y a ces balcons qui donnent sur la mer. Les murs sont en pierre. Et en dehors d'être des éléments du bâtiment, ce sont des éléments de l'ensemble. Et à l'intérieur, dans les espaces intérieurs, nous avons utilisé les matériaux locaux. Voilà, l'extérieur de l'hôtel, il y a une cour et cette cour donne sur le bleu turquoise de la Méditerranée. C'était un projet magnifique, un projet qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé. Il n'y a rien de plus plaisant que de regarder les gens qui prennent des bains de soleil. Et puis, par une heureuse coïncidence, il y a eu un autre projet à Bodrum, dans le golfe de Bodrum. Hôtel Queen Ada, c'était sur une crique. Il y avait une église orthodoxe. Et cette église orthodoxe a joué un rôle déterminant dans la conception de notre projet. De temps en temps, il faut des esquisses comme ça. Et avec les employeurs, les patrons, il faut avoir une certaine relation, surtout s'il s'agit d'investisseurs privés et pas publics. Il faut avoir une relation privilégiée. Et là encore, voilà le tableau qui s'offre à nous. Là encore, une ouverture sur la mer. Nous sommes sur la mer Égée. Et de l'autre côté, il y a le mont Lydien. Il y a le bois associé avec la pierre. Et puis les briques par terre. Il n'y a aucun autre matériau. Est-ce une passion? Non.
Mais pourquoi ne pas profiter de ces matériaux et de ces artisans qui savent les travailler? Pourquoi se priver d'une telle chance? Les artisans de bois et de pierre se proposent de travailler avec les architectes et l'union des deux donne quelque chose d'exceptionnel. Et c'est justement le témoignage de Bauhaus. Où sont les frontières? Où commencent-elles? Où se terminent-elles? Il est possible de se rappeler, de revivre les choses. Là encore, une vue depuis la mer de l'hôtel. Dans la conception de ces hôtels, j'ai travaillé sur les projets avec les artisans. Nous sommes dans la péninsule de Bodrum. La structure géologique est très différente. Il faut tenir compte de la configuration, des caractéristiques de la pierre, et les artisans m'apportent des exemples, des échantillons, et il faut travailler dessus. Alors, je me suis dit, je vais travailler sur la pierre, puisque c'était un élément déterminant de ma carrière. D'où viennent les pierres que j'utilise? Je vais vous donner quelques exemples. Il y a ces pierres de revêtement de différentes couches. Et quand vous insérez quelque chose en fer, il y a de la pierre qui se décolle. Et ces pierres sont utilisées comme des pierres de revêtement. Et les maîtres artisans m'ont dit que pouvons-nous faire avec ça? Il fallait tenir compte des caractéristiques de cette pierre. Et nous avons trouvé des cailloux qui nous ont permis d'avoir d'autres configurations. Ou alors nous avons utilisé la pierre pour faire des revêtements dallés. Là, nous sommes à Izmir. Là, il s'agit de raconter une histoire avec les maîtres artisans de pierre. Il y a des pierres qui reflètent la lumière du soleil. Et ce type de pierre se trouve à Denizli. Nous sommes allés les voir, les retrouver, et nous les avons coupées dans une structure modulaire différente, et nous avons réussi à les utiliser différemment. Mais il y a de longues années, il y avait ces pierres utilisées comme des pierres de revêtement que nous avons utilisées comme des pierres utilisées dans la construction. Là, il s'agit de la maison d'un ami peintre décédé. Et il m'a dit, je veux faire ce bâtiment. Et il fallait utiliser ces pierres glissantes, empilées les unes sur les autres. Avant, c'était la boue qui était utilisée. Et cette bâtisse, cette maison a été construite en 1974. Et donc, nous avons trouvé d'autres maisons en pierre. Et là, il s'agit de pierres imbriquées les unes dans les autres. Et là, on est face à un objet d'art. Nous voyons l'utilisation de briques, de tuiles dans cette bâtisse, l'utilisation de la céramique. C'est la maison d'un ami.
Et dans ce bâtiment, nous avons fait quelque chose de différent. J'ai demandé à mes maîtres artisans de faire quelque chose de différent. Nous voulions toujours utiliser ces pierres de revêtement comme des pierres de construction, mais avec l'effet de la lumière du soleil, il fallait donner une nouvelle vision. Pardon. Et ici, on voit quelque chose de très original. C'est une maison, c'est la porte d'une maison que nous avons construite à Ayvalık. Et vous voyez ici la disposition de ces pierres. On voit sur cette image cette nouvelle structure très différente, avec des pierres tissées. Et ici, une expérience très différente, avec des pierres empilées sur différentes couches, des pierres répondant à des caractéristiques différentes, avec une oxydation du fer. À Manavgat, il y a encore des pierres de sable. Et nous avons tous, comme architectes, des inquiétudes. On s'interroge par exemple sur les conséquences de la lumière du soleil, de la lumière du jour, sur la durabilité de la pierre, sur son apparence. Et je vais vous parler maintenant de la ville d'Ayvalık, en mer Égée, dans la région égéenne. Et là encore, une maison en pierre. Là encore, les arbres, les oliviers, les peupliers font partie de la culture locale. Et on ne se lasserait pas de regarder ces arbres. Et il faut préserver les espaces. Et la vue qui se dégage est très différente. Une maison que nous avons construite à Saniyuruk. C'est sur une colline entre deux quartiers de Bodrum. Vous voyez le plan rapproché de cette maison et l'utilisation de ces briques, de cette huile rouge. Et il voulait que le plafond soit recouvert de cette huile. Et c'est une vue très originale que nous avons obtenue. Et ici, une image intéressante. Je veux la partager avec vous. La propriétaire s'appelle Minet. Et elle voulait une chambre à coucher originale. Et elle me demandait comment elle allait installer les rideaux. Je lui ai dit, mais non, il ne faut pas de rideaux. Et un mois après, elle a aménagé son lit de cette façon. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'elle a fait. Elle m'a dit, depuis 25 ans, nous avions acheté tellement de choses durant tous nos voyages que nous avions perdu de l'espace de vie. Et là, elle avait donné une présence plus subtile à cette chambre.
Je termine ici avec la quatrième phase de mes travaux de la conception urbanistique. Il y a d'un côté la planification urbaine et de l'autre côté la conception architecturale. Et la quatrième phase se trouve au milieu de ces deux concepts. La politique a commencé à prendre une place prépondérante dans notre travail. Et on ne sait plus où notre planification va aboutir, comment notre planification urbaine va être réinterprétée. Et maintenant, il y a un passage du modernisme à la modernité plus sociale, un contenu plus social, plus économique. Et là, l'un des projets phares de cette phase a été la place de Konak à Izmir, dans la ville d'Izmir. C'est un espace dont l'histoire remonte à 70 ans, mais là encore, la politique a donné différentes formes à cette place. Et plusieurs concours ont été organisés sans donner de résultats probants. Pour Izmir, en 1927, Le Corbusier est invité à Izmir et il a préparé un rapport très intéressant. Il y a différentes propositions qui sont faites et qui paraissent très agréables. Mais aucun des concours ne parvient à concrétiser ces principes, ces propositions. Et nous avons commencé à travailler sur cette place en 2002 en tenant compte de l'histoire d'Izmir et de l'importance de la place de Konak à Izmir. Et nos lectures nous ont convaincus d'une chose. La population parlait de la tour de l'horloge. Il y avait une nostalgie. Les gens voulaient l'ancienne place de Konak. Et cette tour de l'horloge devait revenir. Sa place dans la littérature étant tellement importante. Et nous avons donc commencé à travailler sur les anciennes traces d'Izmir. Et quand nous avons commencé à travailler sur la place, vous voyez la configuration initiale de Konak, et après elle a été transformée, et nous avons redéfini complètement les choses. Et nous avons remis à l'honneur la tour de l'horloge. Et ce sont des choses qui enthousiasment un architecte, un concepteur. Et il y a un soleil tellement fort que de très belles photos peuvent être prises. Vous voyez ici les différentes pierres. Nous avons retrouvé dans les dépôts, dans les entrepôts de la mairie, les anciennes blocs de pierre. Voilà le jour de l'inauguration de la place. Avec mon nouvel associé, voilà la place et sa vue actuelle.
La population d'Izmir est croissante et Izmir est en recherche, est en quête de nouvelles places. Et donc, la Chambre des architectes d'Izmir a préparé une nouvelle affiche. Il fallait réaménager la côte. Il fallait transformer les blocs en espaces verts et assurer une continuité entre la place de Konak et la promenade, l'avenue de la République qui était utilisée pour les défilés officiels. Voilà. Ici, il y a un lieu de rassemblement utilisé par tous les partis politiques. Et c'est un espace qui peut contenir jusqu'à 3 millions de personnes. Et un autre projet intéressant, différent, est-ce que M. Gürsel pourrait parler au micro? Je vais vous prendre 15 minutes de plus que ce qui était prévu. À Istanbul, nous nous sommes retrouvés face à un projet tout neuf, le projet Galata Port. Mais d'où sortait ce projet? Qu'est-ce que c'était Galata Port? C'est ça. Vous voyez sur ce schéma, il y a un projet architectural qui a été proposé. C'est un espace qui a été privatisé et il y a un projet touristique. Et ils font le tour des universités, mais personne ne le prend au sérieux. Et ensuite, nous avons composé une équipe de 15 spécialistes. Nous avons travaillé pendant 6 mois et préparé un rapport. Nous n'avons fait aucune proposition pour Galata, mais pour l'ensemble de cette zone. Nous avons voulu un nouveau projet pour toute la presqu'île d'Istanbul. Voilà comment nous avons reconfiguré les choses. Et un tout nouveau projet a vu le jour ainsi. Voilà. Le monastère de Aïcher, de Aya Dimitrios. Nous avons travaillé sur ce projet aussi. Monsieur Gürsel doit parler au micro, je ne l'entends pas. Les voies maritimes ne fonctionnent pas puisque nous sommes sur un terrain tectonique avec des rochers. Voilà ce que c'était. Et avec un nouveau projet, nous ne disposions pour le projet que de cette carte postale. Et cette carte postale était utilisée par tous les restaurateurs de Ayvalık. Et nous nous sommes mis à la restauration de ce bâtiment. Et un jeune académicien nous a aidés dans l'élaboration de notre projet. Mais toutes les pierres que nous avons utilisées dans notre projet étaient des pierres provenant de l'ancien bâtiment. Nous n'avons pas utilisé d'autres pierres. Nous avons préparé de nouvelles esquisses, de nouveaux croquis. Voilà notre maître artisan qui travaille sur la chapelle. Et il était maître dans cet art, ce bonhomme.
Je vais passer rapidement sur ces vues, sur ces clichés. Je voulais vous montrer comment on utilisait le bois, mais notre temps est limité. C'est un projet intéressant. En Irak, il y a un groupe ethnique qui s'appelle les Yézidis. Et ils ont une sorte de temple et il y a un pont qui relie leur zone de peuplement à leur temple et nous avons conçu ce pont en bois. Et le dernier projet que je voulais vous montrer, un centre socio-culturel à Kırlangıç, c'était un projet de transformation architecturale pour Ayvalık, un centre culturel, un projet d'ordre culturel. L'ancien bâtiment, les toitures, le bâtiment devait être protégé. Et nous avons toujours conduit ces projets avec l'opinion publique. Nous avons toujours été en concertation avec l'opinion publique. Et si vous le permettez, Marie-Hélène, je vais faire quelques constats. Je vais juste les lire. Ce n'est pas un manifesto. Ce n'est pas un manifeste. Durant ma carrière professionnelle, dans toutes les phases, ce qui a été important, c'est la vie humaine qui a été au centre de mes projets. L'association de la préservation de l'environnement écologique et de porter tout cela aux générations futures. L'un des éléments intégrants de mes projets a été l'utilisation ou la redéfinition des murs qui trouvent son essor dans la préservation de la vie humaine dans les différents espaces urbains, la production de valeurs économiques et l'appartenance à un tissu urbain. Dans mes projets, la forme a été une priorité et à la place de quêtes iconiques, j'ai essayé d'être dans des lignes originales, dans des lignes intemporelles. Et dans l'intégrité de l'espace de vie, cela a toujours été ma recherche. Les projets architecturaux doivent répondre aux besoins de la préservation du patrimoine culturel, humain et social. Voilà, je vous prie de m'excuser pour la longueur de mon discours. Je vous remercie de votre écoute.